Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle insaisissable review. Après l'intense entrevue entre Tokiyuki et Satamune, il est temps de revenir un court instant à Kyoto pour voir ce que les Ashikaga manigancent dans l'ombre de l'empereur Go-Daigo. Kono Moronoao, intendant de la maison Ashikaga, remarque que les réformes de l'empereur Go-Daigo sont un échec et commence à créer un terreau fertile pour une seconde révolution. L'intendant propose lui que les Ashikaga prennent ce qu'il y a de meilleur dans l'ancien système Hojo et dans les réformes de l'empereur pour en faire un seul système fonctionnel et adapté à son temps. Parce qu'en effet, l'empereur essaye de faire des réformes après la chute des Hojo, mais il donne beaucoup trop de territoire à ceux qui l'ont aidé, et du coup, il n'y a plus de territoire pour les autres, et du coup, forcément, ça crée des frustrations pour ceux qui n'ont pas eu grand-chose. Cette scène donc ne dure que quelques pages, mais il est intéressant, je trouve, de voir que les Ashikaga commencent à se démarquer de l'empereur. Ce qui vient ensuite est tout aussi intéressant car Takoji manigance dans l'ombre pour faire arrêter le prince Moriyoshi, fils de l'empereur et plus grand opposant à Takoji. Une fois emprisonné, on comprend pourquoi Takoji voulait Moriyoshi derrière les barreaux, car il a bien compris l'intrigue des Ashikaga. En effet, le prince pense que Takoji veut devenir ce qu'il appelle le deuxième réformateur. Une tactique consistant à faire une révolution, comme celle de l'empereur Go-Daigo avec le shogunat de Kamakura, et de laisser un premier réformateur, qui est donc l'empereur, au pouvoir. Celui va s'atteler à détruire les anciennes pratiques, celles des Hojo, puis réformer. Cela va générer des frustrations et un fort ressentiment, comme on l'apprend par Moronoao. C'est alors qu'un second réformateur arrive, renverse le premier et obtient le soutien du peuple pour l'avoir débarrassé des frustrations de la première réforme. Ce second réformateur est donc alors libre de faire ses propres réformes, tout en ayant appris du premier, ce qui est plutôt malin. Moriyoshi l'a bien compris, et c'est pour ça que Takoji l'a fait enfermer. D'ailleurs, Takoji lui confirme à son ancien ennemi, dans un épisode très effrayant, sa soif de pouvoir et sa rancœur à cette tactique. Takoji ajoute cependant qu'il n'agira seulement que lorsqu'il y aura des troubles dans l'empire du Japon. Nous lecteurs, comme on sait que Tokiyuki va se soulever contre Takoji et donc l'empereur Go-Daigo, cela n'augure de rien justement pour l'empereur qui va certainement se faire trahir par Takoji. Après les intrigues des Ashikaga, on retourne à Suwa où Yorishige continue de préparer son armée et Tokiyuki à la grande révolution qui éclatera bien vite. Le prêtre montre donc à son jeune protégé qu'il a recueilli des sympathisants au clan Hojo et les entraîne ardemment au combat. Mais le plus important ici, c'est l'introduction des 3 généraux de Suwa. Ces 3 généraux, au look impressionnant, ne semblent d'ailleurs pas très affectés quand Yorishige leur annonce que l'apprenti Shojumaru est en fait Hojo Tokiyuki, et ce au grand désespoir du prêtre qui se languissait des réactions médusées de ses généraux. Cela dit, derrière cette scène plutôt drôle se cache une réalité que Tokiyuki comprend très vite. Ces généraux sont ceux de Yorishige et non les siens. Ils ne suivront le généritier que parce que leur seigneur le fait. Cependant, Yorishige compte bien y remédier pendant la dernière grande bataille avant la révolution de Tokiyuki. Car en effet, le légat Kiyoshiro est revenu de Kyoto avec une motivation et une confiance assez surprenantes après son dernier échec cuisant et il compte bien prendre sa revanche grâce au nouveau mandat de l'empereur pour écraser les forces fidèles au Hojo en Suwa. Heureusement pour Tokiyuki, Yorishige sait déjà que le légat est de retour et prépare donc une nouvelle offensive. Il demande alors à Tokiyuki et ses insaisissables de jouer les messagers entre les 3 généraux que Yorishige va déployer dans tout Suwa. On a d'ailleurs en guise de page de chapitre une superbe carte de Suwa qui permet alors de voir l'ensemble des théâtres d'opération où l'on peut voir qui se trouve où assez rapidement. C'est vraiment intéressant et il est facile d'y revenir au fur et à mesure de la lecture pour bien situer l'action. Encore une fois, Yusei Matsui fait un excellent travail pour clarifier les nombreuses batailles à venir. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans ce manga. Cela dit, Tokiyuki et ses compagnons se mettent en route et commencent alors à parcourir les différents champs de bataille et cela sert à présenter les 3 généraux de Yorishige. On a tout d'abord le vaillant Uno Yukiyasu, qui éblouit nos jeunes héros par son charisme et sa vaillance au combat. Il a aussi la particularité de puiser sa force dans l'ardente passion qu'il a pour les femmes. Cet intense désir est alors canalisé pour le transformer en force. Pour cela, il s'en tient à une abstinence sexuelle stricte, ce qui surprend beaucoup les insaisissables.
Encore une fois, Yusei Matsui fait dans l'originalité, et c'est aussi bien pensé que surprenant, en plus de bien caractériser le personnage de Uno. Puis ça ajoute encore un peu un côté un peu délirant que Yusei Matsui aime beaucoup. Le second général qu'on rencontre, c'est Nezu Yorinao, qui a lui la caractéristique d'être un expert en reconnaissance et en vision du champ de bataille, car a de nombreux faucons qu'il a domestiqués et entraînés à la reconnaissance. Il est moins développé au niveau caractère, mais ce qui est intéressant ici, c'est d'abord de revoir Oshina et ses hommes, qui avaient bien sympathisé avec les Insaisissables l'année passée. Ça fait donc plaisir de les revoir, surtout que Yusei Matsui en profite pour encore faire quelques petites blagues, comme le soldat qui veut tracer un chemin avec des bouts d'oreilles. Il n'a pas changé celui-là. Et ensuite, le général étant du même clan que Kojiro, on a droit à une étrange scène entre les deux Nezu. Yorinao demande à Kojiro de se couvrir le visage avec une sorte de turban à l'effigie du clan Nezu, sans qu'on sache pourquoi. De plus, on ressent une tension entre eux que les compagnons de Kojiro ressentent bien. Il y a donc un mystère laissé en suspens, plutôt intriguant. Ensuite, pour le dernier général du trio, Mochiyuki Shizenobu, son apparition est plus dramatique, car quand les insaisissables arrivent au fort que le général est censé défendre, l'endroit est en feu et l'ennemi semble avoir conquis les environs. Tokiyuki et ses compagnons pensent alors que le général est mort et commencent à le pleurer, mais il apparaît soudainement derrière eux, se pleurant lui-même, ce qui est aussi cocasse que drôle. Et ça continue ensuite car Mochizuki est présenté comme quelqu'un d'assez jovial, mais aussi d'assez fort. Il est d'ailleurs le père d'Ayako, et on va vite voir que le père et la fille se ressemblent beaucoup, car cette dernière partage aussi cette jovialité et cette force. C'est d'ailleurs présenté avec humour, où Mochizuki dit à sa fille que dans la famille, on se casse les côtes pour être plus fort. Si avec Yorinao, on était dans le sérieux, ici Yusei Matsui revient dans un humour un peu loufoque, avec une autre façon originale de justifier la force du général de Yorishige. Quand les prestations sont finies, Tokiyuki et ses insaisissables continuent à filer entre les champs de bataille, transmettant messages et stratégies à tous les généraux. Si ses compagnons ont un peu du mal à suivre, Tokiyuki lui ménage pas ses efforts pour galoper à tout va, et ce malgré la fatigue. On voit alors que cette mission confiée par Yorishige s'avère avoir deux buts secondaires, mais importants. Si son statut de messager permet à Tokiyuki de mieux connaître les trois généraux, cela en va de même pour ces derniers qui peuvent alors voir à l'œuvre le protégé de Yorishige. Son entrain et son arrière-travail commencent à bien plaire aux généraux qui sont donc plus enthousiastes à l'égard de Tokiyuki, contrairement à leur première rencontre au temple de Suwa. Cela dit, grâce au travail de Tokiyuki et ses insaisissables, les trois généraux arrivent à contenir l'offensive du légat malgré l'étendue des combats. Cependant, tout ne pouvait pas aller bien très longtemps, car Tokiyuki est tellement concentré sur sa mission qu'il n'en est plus très discret. Si bien que pendant que l'un de ses voyages entre les généraux, il se fait embusquer par le rusé Sadamune, qui a rassemblé une centaine de soldats pour être certain que Tokiyuki ne lui échappe pas. Yusei Matsui nous offre alors une quasi pleine page mettant en scène la ruée des soldats de Sadamune sur Tokiyuki qui était accompagné uniquement de Kojiro et Gemba. La case est encore très détaillée car même les soldats tout au fond de l'arrière-plan sont bien discernés et donnent ainsi l'impression du nombre. Les lignes de vitesse et les onomatopées aux traits très nerveux finissent de donner un sentiment d'oppression. On a du coup vraiment l'impression d'être aux côtés de Tokiyuki et de ressentir le danger. Heureusement pour le jeune héritier, Gemba n'est jamais à court de tactiques d'évasion et permet ainsi à ses deux compagnons de fuir un instant. Mais c'était une fois de plus sans compter sur l'intelligence et la vivacité de Sadamune qui comprend parfaitement la ruse et anticipe les mouvements des trois garçons. Le rusé gouverneur décoche alors une flèche à l'endroit même où Tokiyuki tente de fuir et pour une fois, l'insaisissable prince samouraï se fait attraper au col par cette flèche qui vient se planter aussi dans un arbre, immobilisant Tokiyuki. Gemba et Kojiro se font aussi attraper et ne sont sauvés que par l'intervention du mystérieux masque de Shimano accompagné de 100 soldats. Après toute cette tension, Yusei Matsui ne pouvait que placer un moment comique, car ce masque de Shimano n'est finalement pas très mystérieux car tout le monde le voit, même Sadamune, c'est Yorishige avec juste un petit bandeau sur les yeux. Pas très discret quoi. Ce comique de situation permet cependant de sauver la vie des insaisissables, car Sadamune bat en retraite, n'ayant plus d'avantage stratégique. Ensuite, on a un dialogue intéressant où Yorishige demande à Tokiyuki de rentrer au sanctuaire de Suwa, car sa présence sur les champs de bataille met sa vie en danger
tout comme la restauration du shogunat. Tokiyuki refuse, mais Kojiro tente de lui faire changer d'avis, car selon lui, Tokiyuki s'est surmené et à cause de cela, il n'a pas vu l'embuscade de Sadamune. C'est donc un point intéressant et permet de voir les limites du sens de l'évasion de Tokiyuki, en plus de mettre en lumière qu'il ne faut pas trop se concentrer sur une seule tâche. Bon, personnellement, je trouve un peu osé que ce soit Kojiro qui lui dise ça, car c'est lui qui est censé avoir la meilleure vision globale du terrain, vu que c'est la spécialité de son clan. Mais bon, Tokiyuki était tellement enjoué qu'il aurait eu certainement du mal à le modérer. Ensuite, c'est la réaction de Tokiyuki face à l'insistance de Yorishige à lui demander de se retirer, qui est intéressante, car on comprend pourquoi alors Tokiyuki mettait tant d'ardeur dans sa mission. Il voulait se rendre utile et d'une certaine façon rembourser Yorishige pour tout ce qu'il avait déjà fait pour lui. C'est une jolie touche d'émotion et de sentiment qu'on a là après toutes ces batailles. Yorishige donc finit alors par céder et laisse Tokiyuki continuer sa mission, à la seule condition de ne plus se mêler des combats, ce que Tokiyuki accepte avec plaisir. Après cela, la bataille décisive commence, et si au départ les forces de Suwa prennent l'avantage, le Loliga arrive avec un palanquin construit comme une petite forteresse. Kiwara peut alors décocher des flèches sans être inquiété, bien à l'abri qu'il est dans sa fortification. C'est là qu'on a droit à un flashback où l'on comprend comment l'empereur Go-Daigo a su remotiver le Loliga, pourtant en plein désespoir après sa dernière défaite. Si l'empereur est l'un des antagonistes de ce manga, je trouve qu'il a un bon principe que d'avoir choisi Kiwara pour son courage et non son rang ou sa lignée plutôt basse. Bon, après il est difficile de savoir si l'empereur dit vrai ou c'est juste une manière de remotiver son subalterne, mais sur le principe c'est intéressant je trouve. Sur le champ de bataille, ce palanquin fortifié ne fait finalement pas long feu grâce à l'intervention de Fubuki puis d'Oshina et Shinomiya. Car si cette invention de Kiwara n'était pas mauvaise, car attirant les soldats à lui, permettant ainsi aux siens de les tuer, Fubuki trouva vite son point faible, et après une impressionnante offensive d'Oshina et Shinomiya, qui se jetèrent sous le palanquin avec leur cheval pour déstabiliser le palanquin et ainsi le faire tomber. Alors que Kiwara est à nouveau défait et que la victoire semble assurée, un énième retournement de situation se produit quand Shokan, le bandit à la solde de Sadamune qu'on n'avait plus vu depuis un moment, surgit des montagnes à l'arrière des forces de Suwa et attaqua le QG de Shinomiya. Ce fut alors la panique et les soldats fuirent rapidement. Cela permit à Sadamune de contourner les forces de Suwa et de pourchasser les forces de Shinomiya en fuite. Heureusement, Mochizuki arrive avec ses soldats et permet à Shinomiya et à ses hommes de fuir sans trop de pertes. On apprend du coup que Mochizuki avait lui anticipé une entourloupe rien qu'en écoutant le rapport de Daiko. Ce qui est plutôt impressionnant d'ailleurs. Ce général à l'aspect fonceur et un peu bordélique se révèle très compétent et a un très bon instinct. Un peu avant cela, Tokiyuki et Shokan se rencontrent à nouveau et c'est l'occasion pour le bandit d'enseigner quelque chose de nouveau au jeune garçon. Il doit pouvoir sentir l'évolution de la bataille pour pouvoir un jour prétendre l'emporter sur ses ennemis. Comme on l'a vu ici, il n'a pas su voir la petite tactique de Shokan et de Sadamune. Donc voilà, s'il avait vu ça, il aurait peut-être pu agir en conséquence. Mais là, il s'est fait avoir. Donc on a donc encore une manière d'apprentissage originelle, car ce sont les ennemis de Tokiyuki qui le forment aussi au combat. Pour conclure, ce fut encore des chapitres denses en événements, d'abord à Kyoto avec Takuji, qui intrigue dans l'ombre de l'empereur Go-Daigo, puis en Shimano, où ce dernier tente d'écraser les forces de Suwa. À travers cette grande bataille, Tokiyuki se forge une réputation et de l'expérience pour sa rébellion à venir, alors qu'à l'arrière, Yorishige consolide l'alliance des forces de Shimano contre le Légat. Il y a donc encore une construction qui se met en place, qui reste passionnante et plutôt nerveuse grâce à la bataille et ses nombreux retournements de situation, ainsi que les stratégies mises en place. Je suis encore assez impressionné par tout ce qui est mis en place justement par Yusei Matsui. Il y a une certaine complexité dans le déroulé de cette grande bataille, mais tout en est encore expliqué clairement, avec des schémas, des cartes, donc on s'y perd jamais quoi. Et franchement, alors que bon, il y a de plus en plus de champs de bataille en même temps, hein, c'est plus juste une petite bataille dans un petit village ou comme il y avait au départ, donc c'est vraiment impressionnant qu'il arrive à schématiser ça correctement. Donc voilà, ce sera tout pour cette insaisissable review, et je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures de Tokiyuki et ses compagnons. Au revoir.